Bikabilo. Bikabilo est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arbres de mémoire des Bikabilo, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Bikabilo est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquelles, parce que peu ou mal enseignées à l'école, s'éloignent dans le temps et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Bikabilo Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Bikabilo Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants, épaulée par une commission d'experts, est chargée de cette opération historique et délicate. Bikabilo est une émission de la Fondation Bene Burundi en partenariat avec Radio Peace FM et La Voix des Jeunes. L'histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l'institutrice de la vie, la messagère de l'Antiquité, disait Cicéron. Bienvenue à tous à la seconde partie du premier épisode du magazine Bikabilo. Vous êtes plusieurs à avoir écouté la première partie, où Mushingana et Zenoni Chaenzi revenaient sur la jeunesse de la lutte pour l'indépendance du Burundi, lorsque le prince Louis Rwagasore visitait les étudiants barundi de l'université Lovanium. Zenoni Chaenzi nous avait aidé à mieux comprendre les trois colonies du Rwanda, Burundi et celle du Congo belge. Dans cette suite de la première partie, Mushingana Zenoni Chaenzi reviendra sur la tragique assassinat du prince Louis Rwagasore. Qui ont vraiment planifié l'assassinat du prince Louis Rwagasore, premier ministre du royaume du Burundi à l'époque? Et c'est ceux qui étaient au banc des accusés. Est-ce que réellement la famille Ebaranyanga avait quelque chose à avoir dans la mort du prince Louis Rwagasore? Savez-vous que le prince Louis Rwagasore avait échappé à 3 tentatives d'assassinat? Voici la suite de l'entretien entre Mushingana Zenoni Chaenzi et Athanase Karayenga. L'accusation est évidemment très très grave, mais est-ce que vous en avez des preuves? Je vais vous donner des preuves et je vais recourir à au moins 5 groupes de témoins. Premier groupe, les accusés eux-mêmes dans ce procès. Vous voulez dire les accusés qui ont été jugés pour meurtre, assassinat de Louis Rwagasore? Ce sont ceux-là dont je parle, c'est le premier groupe. Ils sont 9 au total, dont 6 Burundais et 3 Grecs. Tous les 9 devant le parquet et leur juge, ils affirment en disant c'est nous les auteurs de ce meurtre, mais nous avons exécuté les ordres venus du résident général, du résident adjoint. Ceci est textuellement dans la lettre de Kajorgis Jean, écrite le 26 juin 1960, 4 jours avant son exécution. Cette lettre, Kajorgis l'écrit à ses parents en disant, je cite, « C'est moi qui ai tiré sur Rwagasore, je l'avoue. Mais, chers parents, croyez bien que j'exécute un ordre venu de haut, c'est-à-dire du résident général, du résident et du résident adjoint. » Cette lettre est dans le dossier de l'affaire Rwagasore, signée Jean Kajorgis, logé à cet instant
à la prison centrale de Mpimba. Quel était le nom du résident adjoint? De Failly, Pierre de Failly. Ivan Résidor et Pierre de Failly. Voilà donc. Alors, les autres accusés, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, tous vont s'accuser mutuellement entre eux, et puis, devant les juges, surtout au cours du deuxième procès, celui-là qui a été organisé par les autorités burundaises après l'indépendance, dans ce dossier, parce qu'il faut dire qu'il y a eu deux procès, si on peut le rappeler. Il y a eu deux procès, l'un par la police et les juges de la tutelle, c'est eux les responsables de la paix et de la sécurité, c'est eux les responsables de tout ce qui se passe, et c'est eux qui ont organisé les enquêtes de départ, qui ont jugé et qui ont condamné. Premier procès. Deuxième procès. Le premier procès, c'est quelle date, quelles années? Le premier procès. Oui. Le premier procès a lieu avant le 1er juillet 1962. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Le dossier est clôturé. Et le deuxième procès? Le deuxième procès va être initié à partir de la prise d'opposition du Parlement du Burundi qui enjoint au nouveau gouvernement du Burundi de reprendre à zéro le jugement rendu par les organes de la tutelle parce que cette Assemblée nationale juge que certains qui ont été accusés et condamnés n'ont pas été condamnés à la hauteur de leur responsabilité dans cet assassinat. Et il demande au gouvernement de rouvrir le dossier. Et le gouvernement s'exécute, rouvre le procès et condamne plus sévèrement ceux qui étaient punis d'une façon un peu plus clémente. La punition devient plus lourde pendant le deuxième procès entre les mains des juges et du jury burundais. C'est plus lourd, beaucoup plus lourd. Les condamnés à mort passent de 1 à 7. Alors, deuxième catégorie de témoins auxquels je recours, c'est le résident général lui-même, Jean-Paul Arroy. Celui qui a dit que Rwagasore avait un rival sérieux, beaucoup plus sérieux que ses compatriotes. Il a dit c'est moi et c'est moi seul. Et en effet, c'est lui qui a sous-titré son livre. Souvenons-nous, son livre s'intitule Burundi 1955-1962, souvenir d'un combattant d'une guerre perdue. D'un combattant d'une guerre perdue. Eh bien, pour Arroy, le résident général, entre Rwagasore et Arroy, il y a une guerre. Et Arroy dit, moi, j'ai perdu la guerre contre mon ennemi, Rwagasore, mais cela il ne l'a pas dit, mais je l'ai assassiné. Rwagasore a gagné la guerre, l'indépendance du Burundi, mais il a perdu sa vie dans cette guerre. Voilà, Arroy lui-même dit que c'est lui le vaincu qui assassine le vainqueur. Voici notre preuve contre lui. Dans ce livre que j'ai cité, il dit ceci textuellement. Je lis à la page 591. Il dit ceci, jusqu'à quel point certains agents de la tutelle, peut-être en association avec quelques non-fonctionnaires, ont-ils contribué par leurs déclarations, leurs promesses, voire leurs actions, à ce que soit commis le meurtre. Donc, c'est lui qui s'interroge, il dit à quel point mes hommes que je commande, mes fonctionnaires que je contrôle,
avec d'autres, ont-ils contribué par leurs déclarations, leurs promesses? Promesses de quoi, pensez-vous? Promesses qu'ils n'auront rien à craindre. Voir leurs actions, ce sont ces gens-là qui ont incité à commettre le crime. Il dit, pour moi, dans le même livre, il dit, la tutelle a probablement promis qu'elle fermera les yeux, probablement, même certainement. Donc, ce n'est pas seulement probable, c'est certain. La tutelle a promis aux assassins qu'elle fermera les yeux. C'est Harwa qui parle dans son livre. C'est son témoignage. C'est lui qui est responsable de la sécurité du Burundi, de Rwagasore, de tout le monde. Et c'est lui qui confesse que la tutelle fermera les yeux en cas d'assassinat de Rwagasore. Est-ce qu'on peut trouver une preuve plus probante, on ne peut pas trouver accablante plutôt. Oui. Alors, troisième groupe de témoins, c'est les avocats de la défense des accusés. Les avocats de la défense des accusés, dont Maître Goffin, sont d'accord qu'il y a eu meurtre. Mais ce meurtre, même d'après eux, aucun autre Burundais ne serait caché, aucune main d'autres Burundais ne serait derrière comme incitatrice ou comme et il y a une responsabilité qui est dans son meurtre. Aucune. Et c'est la troisième catégorie. Et la quatrième catégorie, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies, en vertu de la résolution 1627, envoient une commission pour enquêter sur l'assassinat de Rwagasore. Dans leur rapport officiel, ils font un rapport formidable, objectif, indiquant les assassins, les responsables et aucune trace d'un doute qui pourrait dire il y a peut-être d'autres mains burundaises. Et puis, où se cacherait, pendant cette période-là, une autre main burundaise? Où? Nulle part. Le Burundi n'est pas encore indépendant. Le Burundi est entièrement entre les mains de la puissance de tutelle. Aucun Burundais ne pouvait, à cette époque, commettre le plus petit crime, le plus petit larcin, sans être démasqué tout de suite. Aucune main autre que ceux-là qui sont devant les juges n'a trempé en quoi que ce soit dans le meurtre de Rwagasore. Ainsi de suite. Je peux aussi parler des juges et des enquêteurs dans cette affaire. Aucun juge belge et même burundais après ne s'est levé en disant j'ai devant moi des innocents, le coupable, je le cherche encore et je ne l'ai pas encore trouvé. Tous disent les exécutants sont là, c'est eux et aucun autre n'est soupçonné dans cette affaire. Donc, pour moi, ces quatre groupes de témoins montrent qu'il n'y a aucune autre catégorie de personnes burundaises, j'entends, n'a trempé en quoi que ce soit dans cet assassinat. Au contraire, le Mwami Mwambutsa se sent aussi menacé. Muhirwa se sent aussi menacé. Ngendandoumwe se sent aussi menacé. Et d'autres se sentent menacés ou étaient menacés. Objectivement. Objectivement. Par la tutelle. Et c'est Harwa qui le dit. C'est dans son livre. Ils l'ont dit à Harwa. Ils ont dit nous avons peur d'être assassinés aussi. Ils l'ont dit. Ils se sont ouverts, notamment au Mwami. C'est Harwa qui l'écrit dans son livre. Est-il vrai que l'attentat qui a abouti à l'assassinat de Louis Rwagasore, c'était le quatrième attentat, c'était la quatrième tentative plutôt, et malheureusement la quatrième qui a marché? C'est de nouveau Harwa qui le dit. Il y a eu 3 tentatives, c'est la quatrième qui a réussi. Première tentative au cercle de Gitega, deuxième tentative à Magarama autour de la résidence de Rwagasore, troisième tentative au pont
sur la route menant de Bujumbura à Gitega via Muramvya, là où la route Bujumbura-Gitega fait un coude dans l'actuelle plantation de thé, juste au pont de la rivière Mucheche. Juste là. C'est la troisième tentative qui a raté. Et la quatrième a réussi. C'était le 13 octobre. C'est Harwa Kilo. Donc il y a eu 3 tentatives d'assassinat qui ont raté et la quatrième seule a réussi. Et pas seulement ça. D'abord, Rwagasore, on a tenté de l'éliminer en douceur, autrement comment? Par empoisonnement. Et Vous en avez des preuves? J'en ai des preuves et de nouveau un témoin. C'est un des membres de la famille des accusés qui m'a révélé cette terrible réalité qui m'a prouvé que réellement le véritable commanditaire de l'assassinat de Rwagasore n'est pas devant les juges. Le commanditaire n'est pas devant les juges. C'est les exécutants du commanditaire qui passent devant les juges. Et ceci m'a convaincu que réellement... Comment ça s'est passé? Eh ben, voilà comment ça se serait passé. Un poison violent a été donné à une dame bien connue, belge, qui était secrétaire du résident général. Elle s'appelle Madame Belva. Je ne sais si elle est encore en vie, je ne sais si elle m'entend, mais c'est elle qui a reçu le flacon de poison, à charge de le mettre, ce flacon, à une dame amie de Rwagasore. Une Burundaise alors? Pardon? Une Burundaise? Une Burundaise, membre de la maison Baranyanga. Et elle a reçu cette mission d'administrer à Rwagasore ce poison lors d'une visite, disons, amicale. Et la dame n'a pas pu se résoudre à commettre l'irréparable. Mais elle a dit trop tard, quand elle a révélé qu'elle avait eu peur de remplir sa mission, je pense que son frère l'a vraiment corrigé d'une façon très, très violente. Vous disiez que le frère de cette dame burundaise l'a battue. Mais il l'a corrigé, mais alors d'une façon très violente. Ok. Et ce qui signifie que l'initiative d'éliminer physiquement Rwagasore ne vient pas des présumés coupables de cet assassinat, mais du commanditaire, donc du responsable. Seulement, c'est une stratégie bien au point qui vise à couper complètement les deux têtes des deux branches dynastiques prestigieuses, celle des Belzi et des Batailles, et comme ça, la dynastie burundaise est détruite. Et avec tout ce qui va s'en suivre après. Erega mwananje ubwenge n'ubuhinga n'ingirakamaro umutama yahita n'umumanda akawushishura akawuhonda nemangu yari kwayiga ya muzu iyo mororo yaronderamwo impuzu y'igiti mabara atatu y'ibendera ryacu ungabana. Quel impact la mort du prince Louis Rwagasore a-t-elle laissé dans la société burundaise et aussi dans la région? Quelle importance de revenir sur ces tragiques faits de l'histoire et de savoir enfin la vérité sur la mort du prince Louis Rwagasore pour nos deux sociétés burundaises et belges. Athanas Kalayenga, avec son invité Mushingana et Zenoni Chaenzi, en parleront dans la suite de cet épisode du magazine Vigavilo. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et à la prochaine. À la présentation était Athanas Kalayenga,
Montage et générique, Maholo Luc Albert. Musique d'accompagnement et Tete Guiteka Burundi du groupe Mabano Revival. Production, Fondation Bene Burundi, Radio Peace FM, La Voix des Jeunes. Bikabiro. Bikabiro est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arbres de mémoire des Bikabiro, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Bikabiro est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquelles, parce que peu ou mal enseignées à l'école, s'éloignent dans le temps et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Bikabiro Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Bikabiro Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants, épaulée par une commission d'experts, est chargée de cette opération historique et délicate. Bikabiro est une émission de la Fondation Bene Burundi en partenariat avec Radio Peace FM et La Voix des Jeunes.